Il y a une sorte de révolution en 1500 à Venise quand on arrive à fabriquer un miroir plat de très bonne qualité. L'opposition entre miroir plat et miroir bombé est fondamentale parce que l'un est un objet encore une fois, soit investi une valeur mystique, soit décorative et en tout cas de prestige, mais le miroir plat, non seulement on s'y voit beaucoup mieux, on a le monde tel qu'il est réellement, il est infiniment supérieur à tout ce qu'on peut faire avec du métal qui a tendance à gondoler ou à être absolument plan justement. Et puis, surtout, il a une qualité scientifique, d'exactitude, qui est tout à fait remarquable et qui frappe tout le monde. Cette qualité d'exactitude, elle correspond à l'esprit européen. Au XVIIe siècle, le grand siècle de la révolution scientifique, l'exactitude est la qualité que l'on cherche le plus. Au milieu du XVIIe siècle, début du règne de Louis XIV, il y a trois choses qui ruinent la France. Les dentelles, on en fait grand usage, les tapisseries qui servent à orner les murs et à réchauffer l'atmosphère, et les miroirs. Et Colbert, qui est un ministre avisé, qui veut faire des économies, qui veut que la balance économique de la France s'améliore, se dit que la meilleure chose, puisqu'on ne va pas interdire ces objets de luxe, mais on va les satisfaire avec une production locale. Et donc il invente les grandes manufactures, les Gobelins pour la tapisserie et les manufactures royales du verre pour satisfaire la demande. Et la première commande, ça va être la Galerie des Glaces de Versailles. Alors, c'est une histoire très compliquée parce qu'on ne sait pas faire ce fameux verre cristallino dont Venise a le secret et qui fait la fortune de Venise. Il y a toutes sortes de manœuvres avec des ambassadeurs, on envoie des espions, on essaye de faire sortir des maîtres verriers de Murano parce qu'ils sont dans une île isolée. Il y a vraiment un secret de fabrication, un secret industriel que Venise garde précieusement. Les tractations sont compliquées, il y a des menaces de mort, il y a peut-être même des morts réelles. Bref, on arrive à faire venir quelques ouvriers à Paris qui ne sont pas forcément les meilleurs et les débuts sont catastrophiques. Et puis petit à petit, il y a aussi quand même des ouvriers français et finalement c'est le mélange des deux qui non seulement va permettre à la manufacture royale de fabriquer de très bons miroirs, mais même d'améliorer, ne serait-ce que par la taille, le procédé vénitien. En finalement 20 ans à peu près, Colbert réussit son pari. La France est capable de produire mieux et plus grand et en plus grand nombre que Venise. Il faut voir que le château de Versailles, c'est pour le plaisir naturellement du roi, c'est pour satisfaire peut-être sa vanité, cette grande galerie des glaces, mais c'est aussi un showroom extraordinaire dans lequel on reçoit des ambassadeurs venus du Siam ou de toutes les régions d'Europe qui sont épatés et qui demandent à avoir la même chose. C'est un formidable outil de communication. Ce n'est pas que gratuit, encore une fois, pour satisfaire les goûts du roi Soleil. Cette alliance va développer considérablement non seulement le rôle du miroir, mais celui du verre en général. Parce que la manufacture ne fait pas que ça, elle fait des plaques de verre étirées, qui sont nécessaires, cela dit, pour faire des miroirs, c'est important, mais également toutes sortes de menus objets en verre, par exemple les lustres. Le miroir et le lustre, tous ces objets en verre, vont probablement créer petit à petit une architecture particulière, entièrement symétrique, avec une cheminée avec le miroir au-dessus, le lustre central et une symétrie parfaite autour de ce miroir qui lui-même reflète une pièce, etc. Donc l'architecture même va être orientée par la structure ou la conception du miroir.
Ça va se développer partout, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que le verre est un élément essentiellement européen. Il y en a eu ailleurs, mais il ne s'est jamais développé ailleurs et on n'en a jamais compris les applications. En Orient, par exemple, Japon, Chine, les fenêtres sont en papier, elles ne sont pas en verre, et les miroirs resteront, jusqu'au quasiment au XXe siècle, des miroirs métalliques. On n'en voit pas l'utilité. Et inversement, tandis que nous, on prône la lumière, la clarté, la transparence, ce sont des mots positifs dans nos langues. En français, on dit réfléchir pour penser. Mais réfléchir, c'est un terme qui vient du miroir, c'est un terme d'optique, ce n'est pas un terme philosophique. Cette idée que la réflexion, encore une fois, du miroir est un reflet de la réflexion humaine et que l'une peut symboliser l'autre, c'est une idée purement européenne. Et ça va probablement concourir, d'une part, à l'avancée des sciences, au progrès invraisemblable que l'Europe va faire. Alors, il faut voir que l'Europe, à la Renaissance, elle est très en retard en matière scientifique, mathématiques et autres, sur la Chine, sur le monde arabe, sur l'Inde, sur énormément d'autres cultures. Et puis, lorsque le verre se répand au XVIIe siècle dans toute l'Europe, parce qu'il faut voir qu'un microscope, ça utilise un miroir et des lentilles, donc du verre, qu'un télescope, c'est la même chose. Ce développement va faire, comment dire, une sorte de surmultiplication des applications, mais également des découvertes que tout cela permet. L'infiniment petit et l'infiniment grand ne sont pas perceptibles sans le verre et le miroir qui en est un des éléments essentiels. Ce développement va d'une certaine façon contribuer à l'hégémonie de l'Europe sur le reste du monde. Alors, le miroir, objet, encore une fois, de pureté religieuse au départ, on le voit bien dans le tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, le miroir et le verre deviennent, au fur et à mesure qu'ils se démocratisent et donc se répandent, insensiblement, non plus des objets de pureté divine, mais des représentations symboliques de la vanité et de la fragilité de la vie humaine. Il y a un très beau vers de Corneille, comme elle a la pureté du verre, elle en a aussi la fragilité. Cette idée que le verre, et finalement c'est une sorte de memento mori, c'est sublime, c'est parfait, mais ça casse, c'est fragile, et le miroir, qui représentait la Vierge pendant très longtemps, qui représentait Dieu quand il était bombé, l'omniprésence de Dieu, devient petit à petit un objet de vanité, l'objet de la toilette, l'objet que les femmes ont. Et elles se regardent pour se trouver belles, et le narcissisme se retrouve naturellement dans cette nouvelle conception. Mais c'est une évolution lente, avec quelques dates charnières, où on voit comment on passe de la découverte, de l'émerveillement, à une réflexion un peu plus approfondie sur les choses. Jusqu'au XIXe siècle, le miroir reste quand même un objet de luxe. Dans les campagnes, il n'y en a pas. Et lorsque les hommes ont besoin pour se raser, ils ont un tout petit miroir de poche qui s'accroche avec une chaînette à un clou. Et pendant longtemps, ça va rester la norme. On aura ensuite l'armoire à glace. Mais c'est une invention relativement tardive. Pendant très longtemps, le miroir reste l'apanage des classes privilégiées. C'est un signe de richesse. Comme les verres aux fenêtres, parce que si on pouvait faire une histoire générale de la fenêtre, on s'aperçoit que ce sont des histoires parallèles, parce qu'elles reposent sur la fabrication de verres plats de grande quantité, mais surtout à des prix raisonnables. Dans ce prix, le transport, par exemple,
compte énormément. Les miroiteries, les verreries étaient en général au bord des fleuves parce qu'on s'apercevait qu'on cassait moins quand on transportait sur des barges, sur des péniches, que lorsqu'on transportait dans des charrettes qui n'avaient pas de ressort, qui n'avaient pas de suspension et sur des routes qui étaient pavées. Donc vous imaginez les chaos et la quantité de casse qu'il y avait à chaque fois. C'est vraiment à la fin du XIXe siècle que le miroir se démocratise. On s'en sert énormément dans la décoration, comme on s'en était servi à Versailles, dans une idée de luxe. Si vous prenez par exemple les grands cabarets, ils étaient entièrement tapissés de miroirs. Ça agrandissait l'espace, ça donnait une impression de majesté, de luxe, etc. Et une des choses qui a contribué naturellement à cet emploi, c'est la lumière électrique. Enfin, la lumière à gaz d'abord, mais très vite la lumière électrique. Alors, la lumière électrique, il faut aussi fabriquer du verre, être capable de fabriquer des ampoules. On retombe sur les mêmes données. Mais une fois qu'on a les deux, on a un monde féerique qui s'ouvre à nous. On peut en avoir des exemples au musée Grévin. Imaginez ce que ça devait être dans l'esprit du public, ces endroits incroyablement luxueux où tout se reflétait et où tout brillait. C'était très important, cette notion de brillance. Il y a un tableau de Manet, le bar des Folies Bergères, où on voit ça parfaitement. On a l'impression de voir toute la salle, alors qu'en fait, on ne voit que la serveuse devant son comptoir. Mais dans le miroir derrière elle, il y a les bouteilles, etc., mais se reflète toute la salle, et y compris des petites scènes graveleuses sur lesquelles insiste le peintre.